si aujourd'hui il y a un modèle français des programmes grande école, c'est parce qu'aujourd'hui on offre un peu le meilleur des deux mondes. On veut tous de la diversité de profils. C'est très rare qu'on choisisse avec qui on va travailler. Et c'est un atout phénoménal pour une insertion professionnelle réussie, plus rapide. Et puis, ça vous laisse l'opportunité de décider d'aller démarrer votre carrière professionnelle n'importe où. Ça veut dire que chacun de vous, chacune de vous pourra trouver sa place en la cherchant. Il y a en ce moment des succès de librairies où on vous dit ne faites pas d'études et quand vous le lisez derrière on vous dit il va falloir se reformer tout au long de la vie. Bien sûr il va falloir se reformer tout au long de la vie. Les adultes dans cette salle pour certains se reforment un peu régulièrement aussi, donc vous allez vous reformer tout au long de la vie. Oui, c'est une réalité et c'est même intéressant souvent de retourner un petit peu à l'école, de se reformer. Et puis l'autre partie c'est il faut vous apprendre à apprendre. La meilleure façon d'apprendre à apprendre c'est déjà d'apprendre, mais de se dire qu'on va régulièrement réapprendre. Parfait. Bon, écoutez, on va pouvoir débuter cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et je sais que certains ont fait la queue très longtemps pour être certains d'assister à cette conférence qui dit, à mon sens, assez l'importance qu'a pris le Grand Salon en seulement 2 éditions. Donc on en est extrêmement fiers, Joachim et moi-même, qui co-organisons ce Grand Salon, puisque vous avez en face de vous 4 des directeurs généraux qui dirigent les écoles de management parmi les plus prestigieuses de France. Ils vont bien sûr se présenter ensuite. Je pense qu'ils pourront vous partager énormément de choses sur ce qui fait le sel et l'excellence de ces grandes écoles qui culminent très très haut dans les classements nationaux évidemment, mais surtout internationaux. Et ça, c'est évidemment une grande richesse de notre pays. Donc on est extrêmement fiers et voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous remercie très sincèrement d'avoir pris votre temps. Je sais que vous êtes très occupés, parfois vous étiez sous d'autres latitudes il y a à peine quelques heures, donc merci beaucoup de votre présence. Je me présente très rapidement, moi je suis Dimitri Descogniers, je suis le rédacteur en chef de Major Prépa et Joachim, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, bienvenue. Dimitri l'a dit, cette conférence, elle résume parfaitement l'esprit dans lequel on voulait inscrire le Grand Salon. On a décidé d'inviter que les écoles qui sont labellisées, gradées, visées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'idée, c'est de vous aider, majorité de lycéens et de parents de lycéens, à vous orienter, à prendre les bonnes décisions. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de profiter un maximum, d'échanger le plus possible, de garder le plus de portes ouvertes possible. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez les refermer. Effectivement, Dimitri l'a dit, on ne pensait pas que cette conférence, elle serait possible. Vous avez sur l'estrade 4 des personnes de France qui ont un des agendas les plus remplis. Donc, les réunir à ce moment-là, c'était vraiment parfait. On vous remercie au nom des organisateurs du Grand Salon. Merci d'être là. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et peut-être... par une petite... oui, je peux me présenter. Joachim Pinto, organisateur du salon. Et voilà. Parfait. Bon, on va commencer par la première question, si vous le voulez bien, rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Et puis une petite question sous-jacente pour créer certaines vocations. Accessoirement, comment on devient directeur d'une très grande école de commerce? Alors moi, je ne suis pas encore directrice générale. Je ne suis que directrice générale adjointe. Donc je suis Cécile... Nous verrons bien. Donc je suis Cécile Karoubi. J'ai un parcours assez classique. Après un doctorat, j'ai été recrutée à ESCP pour enseigner la finance. Et quand on est professeur, on enseigne et on fait de la recherche, ce que j'ai fait pendant longtemps. Et puis assez rapidement, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ingénierie pédagogique, donc créer des programmes qui répondent à des besoins de marché. Donc j'ai créé une spécialisation dans le programme Grande École, très peu de temps après mon arrivée. Et puis on m'a confié certains programmes, la gestion de certains programmes, jusqu'au programme Grande École que j'ai dirigé pendant 7 ans. Et depuis 2 ans, je suis directrice du campus Paris et depuis quelques semaines, je suis directrice générale adjointe pour l'Executive Education. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, Dimitri et Joachim. Donc, Alice Guillon, moi, je suis présidente exécutive de Schema Business School. Déjà, devenir DG d'une business school, je crois qu'il faut en avoir envie. Ça, c'est la première question. En tout cas, ma première réponse. Et ensuite, comme l'a dit Cécile, globalement, il faut un parcours où on a vu un petit peu tout dans les écoles, donc à la fois du recrutement, de la direction de programme, de l'enseignement, de la recherche, et puis du pilotage d'activités. C'est un métier qui est
très difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de légitimité déjà vis-à-vis par rapport à vous, par rapport aux entreprises, à nos parties prenantes. Et donc la légitimité fait en sorte que nous sommes systématiquement challengés dans nos activités. Donc c'est un métier qui est compliqué et savoir le faire, à un moment donné, nous permet effectivement d'arriver dans ce poste et puis de pouvoir avec bonheur veiller sur nos petits, sur les étudiants et sur les activités, les développements de nos établissements. Voilà un petit peu, pour ma part, comment les choses se sont passées. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et puis merci d'avoir mis une photo qui date d'il y a 15 ans. Si tu n'es pas obligé de rire, le contraste doit être saisissant. Donc moi, Loïc Perrin, je suis directeur général d'HEC. Et peut-être très rapidement, la plupart des personnes qui sont là donc pour prendre des postes de direction dans une école, et c'est un métier absolument passionnant et génial, c'est d'abord une carrière académique, et donc en général prof-chercheur. Donc c'est un métier fascinant, prof-chercheur, pas facile, mais vous choisissez les sujets sur lesquels vous travaillez, vous prenez un peu les problèmes du monde et vous dites tiens, j'ai envie d'aller creuser ça. Et c'est un métier qui est très intellectuel, donc c'est des gens qui adorent le débat d'idées, qui se disent comment est-ce que on peut penser tel sujet, quelles recommandations je peux être amené à faire. Et puis certains de ces chercheurs décident plutôt de s'occuper de gérer des écoles. Et là, c'est un métier très différent parce qu'on va être beaucoup plus dans l'opérationnel, on va être beaucoup plus sur le terrain. Mais voilà, souvent c'est un premier passage par le monde académique avant d'arriver à diriger des écoles. Donc voilà comment ça se fait en général. Très bien, bonjour à vous toutes et tous. Donc, moi je suis Vincenzo Vinci, le directeur général de l'ESSEC. Merci à vous d'avoir organisé et merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous cet après-midi, c'est passionnant. Et justement, je commence par ce mot qui est la passion. Je crois qu'on ne devient pas DG d'une de ces écoles par hasard, ou très rarement par hasard, il peut y avoir toujours des exceptions, mais parce qu'en plus de la dimension un peu métier, il y a une dimension de mission. Mission à votre service, les étudiants, les familles qui sont derrière les étudiants et qui les soutiennent tous les jours, les entreprises, les organisations, le public, le privé, les ministères, l'international, etc. Donc nos gouvernances respectives, quand on cherche un directeur général ou une directrice générale, cherche un mouton à 5 pattes qui par définition n'existe pas. Mais du coup, c'est très important d'avoir une équipe autour de nous qui comble un petit peu toutes les dimensions. Donc il faut beaucoup de passion, il faut une dimension académique, comme disaient mes chers collègues, affirmée qui donne légitimité vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des classes préparatoires, vis-à-vis des lycées, vis-à-vis des professeurs, même au sein de nos institutions. Il faut une dimension managériale, parce que le directeur général, c'est aussi une dimension spécifique au sein de l'organisation, qui est chacune des écoles, et d'autres dimensions. Et donc, voilà, tout cela ne se fait pas par hasard. Donc, il faut une confiance dans l'ensemble des parties prenantes. Il faut aussi, chaque école, ce qui est intéressant, l'excellence académique, oui, l'accent ne travaille pas. Moi, je suis arrivé de l'Italie il y a 18 ans. Je suis arrivé parce qu'il y avait, je regardais ça de loin, en me rapprochant de plus en plus, mais je regardais ça depuis l'Italie, et l'excellence du système d'enseignement supérieur en France, il y a seulement un pays qui ne le reconnaît pas. Il y a seulement un pays qui ne le reconnaît pas, c'est la France elle-même. Je le dis, je suis français depuis 7 ans aussi, avec beaucoup de fierté, d'honneur et de plaisir, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, l'excellence, l'innovation de ces écoles, leur agilité de gouvernance, la qualité des étudiants qui arrivent, c'est vraiment un élément d'attraction, et donc quand on est DG, on porte aussi cette responsabilité. Il faut faire ça comme mission, comme métier, il faut aussi incarner les valeurs spécifiques de chacune école, parce que dans l'excellence, il y a aussi beaucoup de diversité. Donc c'est passionnant. Vous nous faites une transition parfaite puisque vous parlez du modèle d'excellence à la française des grandes écoles. En préparant à cette conférence avec Dimitri, on a étudié les classements, notamment les classements internationaux de référence. On se rend compte que sur les classements du Financial Times, par exemple, on a sur le top 20, on a 8 écoles, je crois, françaises sur 20. La deuxième nation, quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu, c'est la Chine avec 3 écoles. Comment, de vos perspectives respectives, comment vous expliquez ce succès français dont vous venez de parler à l'instant? Alors, premièrement, je pense qu'il faut toujours prendre les classements avec un peu de distance.
Il y a des critères sur les classements, et que ce soit le Financial Times, que ce soit QS, que ce soit tout un ensemble de classements, il faut les regarder avec attention, mais c'est une image à un moment donné selon certains critères. Mais indéniablement, les écoles françaises sont attractives. On a énormément d'étudiants du monde entier qui viennent étudier dans les écoles. Et je pense qu'il y a quelque chose au cœur de la force de ces écoles, il y a notamment les classes préparatoires. Et il y a surtout une combinaison que on trouve tous assez extraordinaire entre des gens qui vont étudier, vont faire des mathématiques, de l'économie, de la philosophie, des langues, et puis après, un petit peu plus tard, du management. Et moi, si j'ai une recommandation à vous faire, les lycéens, quand vous posez des questions, c'est vraiment très important de se dire que si on aspire à prendre des responsabilités importantes, si on aspire à avoir une vision assez intéressante du monde, il faut essayer de capitaliser sur... alors en prépa, c'est les arts libéraux, donc un corpus de cours très, très varié. Et après, effectivement, vous pouvez commencer à faire du management. Mais le management, pas la peine de l'étudier pendant 5 ans. Hein. Donc l'idée, c'est que vraiment, il faut cette combinaison-là. Et donc, quels que soient vos choix, en France, à l'étranger, quels que soient les parcours d'après, pensez à ça, c'est-à-dire que le caractère pluridisciplinaire de la formation, sur lesquels on peut s'appuyer pour après continuer à pousser, c'est vraiment des choses qui sont particulièrement intéressantes. Donc, voilà, moi, c'est un point, je pense, qui a fait une différence très forte. Et qui a permis après d'avoir d'autres types de programmes sur lesquels on a une réputation forte. Mais c'est beaucoup autour de la grande école, hein, puis comme on a beaucoup de lycéens et de jeunes, que les choses se sont faites. Quelques mots pour compléter, parce qu'Éloïc a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que la qualité des étudiants issus de classes préparatoires est absolument remarquable et assez atypique. Donc déjà, la capacité de sélectionner de très bons étudiants fait une grande différence par rapport peut-être à d'autres établissements à l'international qui ont beaucoup plus de variété ou de diversité. Deuxième point, évidemment, le fait d'avoir construit sur 3 piliers à la fois la culture générale très poussée, et puis cette capacité de se spécialiser ensuite et d'être très efficace et très bon dès que vous arrivez sur le marché du travail. L'ouverture internationale, qui est quand même assez remarquable, on le voit dans les classements, mais on le voit aussi dans les accréditations internationales. Les Français sont très très bons sur l'ouverture vers le monde, et puis la professionnalisation aussi, qui est un des atouts et des points très différenciants pendant le cursus de nos programmes. Ce qui fait que, c'est ce que tu dis, Dimitri, à la fin, on arrive à avoir des établissements qui sont hyper performants sur la scène internationale. Ouais, moi, pour compléter, je pense que la spécificité des programmes grande école français, puisque c'était, il me semble, ta question, c'est que quelque part, ils offrent le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont à la fois généralistes et spécialisées. Donc spécialisées pour vraiment favoriser l'insertion professionnelle à court terme, et généralistes pour permettre à nos diplômés d'avoir des évolutions de carrière. Et ça, c'est un modèle qui est quand même assez spécifique si on regarde, si on compare le modèle français par rapport au modèle américain, qui n'est pas du tout le même. C'est bachelor, on travaille, puis on fait un MBA. Aujourd'hui, les universités américaines tentent à délaisser un peu le MBA et à créer des Masters in Management, donc l'équivalent du programme grande école. Donc je pense que ça explique une partie, comme l'a dit Éloïc, faut faire attention au classement, mais un des critères importants dans les classements internationaux, c'est l'employabilité. Et si aujourd'hui il y a un modèle français des programmes grande école, c'est parce qu'aujourd'hui on offre un peu le meilleur des deux mondes, à la fois généraliste et spécialisé. Oui, difficile d'ajouter autre chose en dernier, mais peut-être quand même aussi, mais peut-être pour préciser, oui, l'excellence est un élément extrêmement important et ça dépasse le classement, comme Éloïc et les autres disaient, parce qu'il y a l'excellence, il y a la rigueur, l'excellence des étudiants, comme la manière dont les sélections. Les professeurs, nous ne les oublions pas, parce que là aussi, on a une sélection très très fine du corps professoral. C'est une excellence académique, mais aussi avec une pertinence avec le monde réel, la société civile et les entreprises extrêmement importantes. Des professeurs français et internationaux. Il n'y a pas de quota ni pour les français ni pour les internationaux. On choisit les meilleurs dans chaque discipline. Et voilà, on ne se met pas de limites. Ça, c'est extrêmement important. En plus, je dirais une excellence et une rigueur qui est
qui n'est pas seulement reconnu par les classements, mais aussi les partenariats académiques de très haut niveau. Si on pense aux États-Unis, Yale, l'MIT, Columbia, le monde anglo-saxon et partout dans le monde, en Italie, Bocconi, vous mettez la référence en Italie, mais ce sont des institutions académiques, des business schools qui permettent d'associer leur marque aux nôtres, justement parce qu'ils reconnaissent à l'international cette excellence, cette pertinence. Une relation assez unique en France aussi, les uns les autres le disaient, avec le monde professionnel, sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement au moment éventuellement de l'insertion professionnelle, c'est tout au long du parcours pédagogique avec des chefs des entreprises, les stages, l'apprentissage qui est extrêmement important pour beaucoup d'écoles, le lien avec le monde des entreprises, mais aussi une dimension de financement des études. Et justement, peut-être pour terminer cette dimension, une dimension qui est extrêmement regardée. D'abord, ça fait partie des valeurs de l'ADN de chacune des écoles, mais aussi extrêmement regardée par les ministères qui donnent des grades de visa pour les diplômes de nos écoles, c'est la dimension sociale. L'ouverture sociale est extrêmement importante, donc tout un système de soutien de bourse. Mais il y a une dimension financière pour l'ouverture sociale, mais il y a aussi une dimension territoriale. Les écoles vont aussi dans les territoires, vont dans les départements, etc., dans les milieux aussi moins favorisés en France, justement pour faire en sorte que ces écoles ne soient pas ouvertes à certaines et à certains, mais qu'elles soient ouvertes à toutes et à tous. Donc ça, c'est aussi une autre dimension qui est assez spécifique au système des grandes écoles françaises. Moi, je peux rajouter, parce qu'on parle souvent effectivement de l'excellence. Moi, un truc que je trouve assez incroyable, c'est la diversité de ce que font les gens à la sortie de l'école. Et sérieusement, enfin, tous les lycéens dans la salle qui sont là, je pense que vous n'avez pas forcément d'idée très claire sur ce que vous avez envie de faire après. Et je peux vous rassurer, c'est que tous les étudiants qui arrivent dans nos écoles et quand ils arrivent à HEC le premier jour, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire. Okay, et on va travailler avec eux pour essayer de répondre à cette question. Okay, donc il ne faut pas se dire, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par des écoles de management, mais se dire, tiens, je vais forcément, il faut que j'ai des idées claires, je vais travailler dans ce secteur ou je vais travailler dans tel autre secteur. L'idée, c'est que quand vous arrivez en école, c'est un peu le début d'une aventure. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est la diversité. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que font... moi, je n'ai pas fait HEC, mais quand je regarde tout le réseau des anciens élèves, bien sûr, il y en a dans le conseil, bien sûr, il y en a dans la finance, bien sûr, il y en a dans l'industrie, mais vous en avez en politique, vous en avez qui font du théâtre, vous en avez qui sont présentateurs, vous en avez qui sont journalistes, vous en avez qui ont monté des salons. Et donc, l'idée, c'est que c'est ça aussi la promesse qui est faite, c'est qu'il y a effectivement un sérieux, il y a tout ça, mais il y a un accompagnement. Et nous, on adore celles et ceux qui ont aussi des parcours un petit peu différents. Et tout ça, ça se construit. Voilà. Donc, quand vous arrivez en école, il y a 3-4 ans d'école, si vous faites une année de césure, il y a le temps. Il y a le temps de se tromper. Il y a le temps de... J'ai plein d'élèves, et tous, on a des élèves qui, quand ils sont en stage, parfois font un stage, ils reviennent, ils disent plus jamais ça de ma vie, celui-là. Okay, mais c'est une super réponse à une question importante. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats et j'ai détesté, mais c'est pas grave, je serai pas avocat, je vais faire autre chose. J'ai fait un stage en banque d'investissement, j'ai détesté, d'autres vont adorer. Et donc, il y a, on vous propose en tout cas de se perdre un petit peu tout en vos accompagnements. Et je pense qu'au-delà de la promesse d'excellence, de reconnaissance, c'est aussi ça, un parcours en école. Et ça fait la richesse du parcours. Alors, Héloïque, Alice, j'étais très heureux tout à l'heure de vous entendre prêcher pour ma paroisse, celle des classes préparatoires. Néanmoins, les viviers de recrutement de vos écoles se sont énormément diversifiés ces dernières années. Donc, il y a toujours les classes prépa, bien sûr. Vous avez les bachelors, les masters spécialisés, les masters of science. Vous avez des étudiants français, mais de plus en plus des étudiants qui viennent des 4 coins du monde. Donc, ma question est très simple. Est-ce que la phrase un peu galvaudée qui consiste à dire la prépa est la voie royale pour intégrer les meilleures écoles de commerce, est-ce qu'elle est toujours juste de votre point de vue, tout simplement ? Moi, mon avis, c'est une dimension importante. Je lis ça, ce que Loïc vient de dire, c'est la diversité. C'est une diversité sous toutes ses formes. Donc, le fait d'avoir des amis sur titre, ou d'avoir d'autres droits d'admission, d'avoir d'autres programmes, et donc le fait que les étudiants qui arrivent dans nos écoles via les classes préparatoires puissent se croiser, rencontrer d'autres profils, c'est extrêmement riche. Parce que c'est ça que vous allez rencontrer dans la vie professionnelle une fois que vous sortez à l'école. Donc, l'école est un endroit où on vous prépare, on vous aide à vous préparer parce que vous êtes acteur de la scolarité
et du point de vue des dimensions techniques, de l'acquisition, le développement de compétences socio-émotionnelles, des compétences transversales, des soft skills, que c'est un mot que je déteste, mais quand même s'écrit un peu partout et très bien. Mais c'est aussi une manière de vous accompagner dans votre parcours de transformation en tant qu'individu. Et la diversité sous toutes ses formes, il faut la vivre. Il faut l'expérimenter, il faut être à côté de personnes qui ont d'autres expériences. Vous prenez les amis sur titre, ont d'autres diplômes dans d'autres disciplines, on fait peut-être de l'expérience professionnelle, on fait de l'expérience à l'international, etc. Et donc ça permet justement de côtoyer des personnes qui ont eu des parcours différents et ensemble avancer mieux que tout seul et donc se préparer encore mieux de manière plus pertinente au monde professionnel que vous allez rencontrer après. Moi, je vais préciser votre question. J'ai envie de dire, pour des étudiants qui étudient en France, ça reste la voie royale. Maintenant, comme l'a très bien dit mon collègue à droite, on veut tous de la diversité de profils. Pourquoi c'est important cette diversité des profils ? Parce que vous ne pouvez, c'est très rare qu'on choisisse avec qui on va travailler. Et donc, si vous vivez cette diversité en école ou dans un groupe de travail, vous allez être avec un ingénieur chinois, un étudiant allemand qui a fait une licence de psychologie et un étudiant espagnol qui lui a fait une licence de géographie. C'est des façons de réfléchir très très différentes. Le fait de vivre ça en école, ça vous donne un avantage compétitif majeur quand vous allez intégrer la vraie vie du travail, en fait. Donc, pour répondre à la question de Dimitri, pour des étudiants français, étudiants en France, oui, la classe prépa reste quand même, il suffit de regarder les chiffres, hein, nous recrute 420 étudiants issus de classes préparatoires et en admission parallèle, on recrute des Français, ils sont entre 80 et 100. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Cécile, c'est le laboratoire de la vie professionnelle, il démarre en fait dans l'école et effectivement de mélanger à un moment donné des publics à la fois sur des disciplines différentes, dans des nationalités différentes et avec des projets, des points de vue, hein, ça force la transdisciplinarité et le fait de regarder des objets, notamment l'objet entreprise, job, carrière avec d'autres approches, c'est extrêmement puissant et c'est très formateur. Et donc, il faut qu'il y ait cette diversité à un moment donné. Et là, je suis totalement d'accord avec Cécile. La voie royale, effectivement, en France, reste la classe préparatoire. Mais d'avoir cette ouverture vers l'international ou d'autres disciplines, c'est fondamental à un moment donné dans le parcours des étudiants. Je suis totalement d'accord. Alors, c'est sans doute très compliqué pour vous de temps en temps d'y voir clair. Je vais peut-être vous partager, moi, les données aussi de la manière dont on recrute et combien on recrute. Donc, sur classe préparatoire, à HEC, on recrute 415 élèves issus de classe préparatoire. Et ils sont 415 donc en première année. Et en deuxième année, on va recruter à peu près 300 élèves, un peu plus de 300 élèves qui ont fait leurs études à l'étranger. Et je reviendrai dans 2 secondes là-dessus. Et puis, on a une centaine d'élèves qui sont... Alors, il y en a 60 qui sont à Polytechnique, aux mines, au pont, à l'ENSEI, donc des écoles d'ingénieurs. Il y a à peu près 25 étudiants de Sciences Po. Il y a 25 juristes. Et puis, il y a une quinzaine de normaliens. Qui arrivent en deuxième année. Et les étudiants d'HEC peuvent faire l'inverse. D'accord ? C'est-à-dire que les étudiants d'HEC peuvent aller à Polytechnique, aux mines, au pont, ils peuvent aller à Sciences Po, et donc ça va dans les 2 sens. Donc ça fait en deuxième année des promos d'à peu près 850 élèves. Donc ça, c'est le programme Grande École. Donc très souvent, vous vous dites aussi, alors, attends, est-ce que j'ai intérêt à rester en France et faire une classe préparatoire ? Est-ce que j'ai intérêt à me barrer à l'étranger et puis je vais revenir. Alors je peux pas forcément parler pour les autres écoles, mais en tout cas nous, un étudiant français qui a fait ses études en France et qui décide de partir en se disant tiens je vais revenir en deuxième année, la probabilité de rentrer elle est hyper faible. D'accord ? Donc je préfère vous le dire, elle est très faible, on en a très peu, parce qu'effectivement on se dit que bon, c'était une façon d'aller faire autre chose, plutôt que de passer par ce cycle-là. Par contre, des étudiants qui ont décidé d'aller dans d'autres champs disciplinaires, fois plus d'aller faire du droit, de l'ingénierie ou des sciences humaines, on a effectivement des parcours de double diplôme. Donc ça c'est le programme Grande École. Alors effectivement après il y a et dans le programme Grande École vous avez à la fois beaucoup d'ouverture par l'international, on va avoir des cours de géopolitique, d'économie, de psychologie de droit, etc., en plus du management.
Un parcours généraliste, vous touchez à tout. C'est intéressant de toucher à tout. Vous n'allez pas adorer toujours toutes les matières. Mais si vous avez envie d'avoir des responsabilités demain dans une organisation, une entreprise, un gouvernement, etc., vous avez besoin d'avoir une vision d'ensemble, de comprendre toutes les dimensions. Et puis vous vous spécialisez, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi qui le disais, enfin bon bref, vous pouvez vous spécialiser. En plus de ça, dans les écoles, il y a des masters spécialisés. Et alors les masters spécialisés, c'est que la spécialisation. Okay, vous n'avez pas le parcours généraliste avant, vous décidez de faire la stratégie, du marketing, la finance, de l'entrepreneuriat, et c'est plus court, c'est 1 an. Et là, effectivement, toutes les écoles, on va recruter en France, dans le reste du monde, des étudiants qui ont fait, pour certains, un master, pour d'autres déjà un bachelor. Okay. Et là, j'allais dire, il y a effectivement des possibilités de rentrer dans ces écoles, et très souvent, vous avez cours avec des étudiants de dernière année du programme Grande École. Okay. Donc voilà, donc je vous donnais juste l'exemple de la manière dont on recrute nous, voilà, pour peut-être illustrer un petit peu et vous aider à naviguer dans ce monde compliqué. Oui, c'est pas facile. Vous l'avez dit, on essaye aussi via le salon de le faire. Il y a beaucoup de portes. Ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est qu'il faut que l'étudiant il aille là où il s'épanouira le plus, pas forcément faire des plans sur la comète à 8, 10, 12 ans, parce que les situations peuvent changer, les ambitions peuvent changer. Le conseil qu'on peut modestement vous donner, c'est faites ce que vous aimez et c'est là où vous serez bon, et c'est parce que vous serez bon dedans que derrière il y aura des belles perspectives. Tout à l'heure vous avez parlé, et c'est le point commun en gros des écoles françaises, on va dire du top 10 au sens large, c'est une employabilité sans égale. Si on essaie de résumer les piliers un peu qui font la force des écoles, l'excellence académique, l'ouverture internationale, l'insertion professionnelle via les stages, l'alternance, etc. et la vie associative. Est-ce que chacun d'entre vous peut développer un de ces piliers pour expliquer comment ce pilier en question permet une insertion facilitée dans le monde du travail, et comme l'a dit Loïc, sans avoir de stéréotypes de métier, mais vraiment ouvrir à énormément de possibilités derrière. Est-ce que je peux vous demander l'exercice difficile? Chacun prend le pilier dont il estime que ça aide le plus à l'insertion professionnelle derrière. Académique, professionnel, mais pas le international. plus, parce que les 4 sont importants, peut-être pas avec le même Complète, degré d'un. Voilà, je vous demande un exercice difficile. Alice, tu veux commencer par quoi? Je te laisse. Parler de l'international. Alors, comment l'international permet de mieux s'insérer? Non, mais je vous pousse un petit peu. Mais comment la combinaison de ces 4 outils pilier permet d'avoir ces taux d'employabilité à la sortie de l'école qui frisent quasiment les 100% selon la durée qu'on prend. Enfin, mes amis compléteront, ils diront tous que les 4 sont liés, ça c'est évident. Moi, je peux appuyer un petit peu plus sur l'international, puis ça fait quand même partie beaucoup de l'ADN de Schema. Et il est vrai que aller étudier dans d'autres pays, pouvoir avoir des expériences dans des entreprises dans d'autres pays, comprendre les codes, les cultures, enfin voilà, s'insérer mieux et comprendre la diversité, respecter cette diversité et comprendre les normes et les codes qui sont évidemment pas les mêmes que quand on est en France. Et cette ouverture-là, effectivement, permet d'aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la différence aussi par rapport à ce que proposent les écoles françaises par rapport à d'autres, c'est que l'international, c'est vraiment partie prenante du parcours, et c'est un atout phénoménal pour une insertion professionnelle réussie, plus rapide, et puis un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut, ça vous laisse l'opportunité de décider d'aller démarrer votre carrière professionnelle n'importe où. Là où, et ce que disait Joachim, là où vous avez envie de démarrer et d'avoir des expériences qui peuvent être très longues ou qui peuvent être courtes, et puis ensuite vous pouvez revenir ou changer de continent. Donc je pense que c'est un des critères forts qui fait que le modèle français est extrêmement performant aussi sur cette partie insertion, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'expériences, d'accumuler des expériences qui rendent et qui font qu'à la fin sur le CV, mais au-delà du CV, sur le savoir-faire et le savoir-vivre, le diplômé qui sort d'un programme grande école en France est complètement prêt à l'emploi un peu partout dans le monde, et il est très désiré surtout un peu partout dans le monde. Donc je pense que c'est un des piliers, effectivement, qui fait la différence. Ok. Donc, tu as fait l'international. L'expérience professionnelle?
Ok, donc dans tous nos programmes grande école, pour être diplômé, il faut avoir fait des stages, il faut avoir validé de l'expérience professionnelle. C'est très important parce que le recruteur, il va regarder ce que vous avez fait avant. Et donc cette expérience professionnelle, elle valide des crédits ECTS pour l'obtention du diplôme. Et donc nos écoles accompagnent beaucoup les étudiants dans la préparation aux entretiens pour ces périodes de stage, alors, qui peut être plus ou moins importante, hein, mais dès la fin de la première année, vous avez un premier stage à faire. Après la deuxième année, généralement, les étudiants prennent une année de césure, ils font 2 stages. Et ça permet, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, hein, de se tromper aussi. C'est-à-dire, je pensais faire comme mes copains, faire de la finance. Je fais un premier stage en banque d'affaires, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas grave. J'ai encore 2 possibilités pour affiner mes choix de carrière. Et donc, effectivement, ça rend nos étudiants, quand à peine diplômés, très employables parce qu'ils cumulent déjà, pour certains, presque 2 années d'expérience professionnelle. Donc forcément, par rapport à d'autres étudiants pour qui c'est pas obligatoire, ces stages, ils arrivent avec un plus indéniable, hein, face à un recruteur. Peut-être moi vous partagez quelques expériences de discussion avec des entreprises, avec des recruteurs. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais avec un patron d'une entreprise à Londres et anglais, et qui me disait non, mais ce qui est incroyable avec vos élèves, c'est finalement leur culture générale, leur compréhension de celui du monde. Nous on doit les mettre devant des clients potentiels. Ils sont capables de parler de poésie, de philosophie, ils ont une compréhension du monde intéressante et ils ne sont pas peut-être bêtement complètement orientés sur un indicateur, une performance très managériale, commerciale, etc. Ils ont une capacité à engager une conversation différente et ça fait de vos élèves des gens particulièrement différents et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la diversité du parcours, la capacité à avoir une vision demain est importante. Donc même pas partenaire, en tout cas un interlocuteur qui soulignait cet aspect-là. Un autre en Asie, qui est dans un grand fonds d'investissement en Asie, et l'étudiant m'a raconté qu'il avait entendu une conversation entre les deux boss du fonds qui disaient mais pourquoi on continue à aller recruter ces étudiants de la Ivy League, la américaine? T'as vu l'avion de chasse qu'on a qui vient de ces écoles, une capacité de travail qui est aussi assez incroyable, une organisation, une capacité de travail. Et il faut se le dire, si vous avez l'ambition de choisir à un moment donné aussi ce que vous avez envie de faire, si vous voulez avoir des responsabilités, une fois plus, pas forcément dans un énorme groupe mondial, ça peut être très local, mais cette capacité de travail, cette capacité un peu de résilience, c'est compliqué d'être en responsabilité partout dans les écoles, mais partout c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que le parcours a fait que il y a aussi une capacité à un moment donné de se dire tiens, je vais me mobiliser là-dessus, je sais me structurer, je sais organiser les choses, je sais travailler. Donc c'est un autre élément de l'attractivité des élèves. Donc on arrive rarement sans travailler et je pense que la diversité de ce qu'on y fait, c'est aussi un élément de l'employabilité, c'est-à-dire que les entreprises, elles savent qu'a priori, les élèves, ils ont ces éléments-là en eux, quoi. Ils sont capables d'un coup de bourse s'il faut, ils sont capables d'avoir une vision assez globale. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils sont capables d'utiliser la technologie, ils sont capables de faire tout un ensemble de choses. Oui, pour finaliser sur cela, vous obligez à choisir. Choisir, c'est renoncer. Mais justement, ce n'est pas le message que je souhaite vous envoyer parce qu'il ne faut pas que les étudiants renoncent à quoi que ce soit quand ils sont dans nos écoles. Il ne faut pas privilégier une dimension par rapport à une autre. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, j'ai choisi une 5e dimension, une dimension un peu transversale, qui est la manière dont ces écoles vous accompagnent en tant qu'individu dans vos choix. Parce qu'il y a beaucoup de choix. On a toutes ces écoles ont des parcours extrêmement riches. Vous ne pouvez pas tout faire, ce qu'on fait dans nos écoles, mais il faut choisir des choses. Choisir, c'est un peu renoncer aussi, mais choisir, c'est aussi, comme Loïc le disait, vous pouvez vous tromper. Donc, si vous prenez par exemple l'ADN de l'ESSEC, c'est vraiment l'étudiant acteur de sa scolarité. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez tout seul et choisir un menu que vous estimez être le bon, et après, voilà, mais ça estime, c'est un engagement des écoles à vous accompagner, encore une fois, à la découverte de vous-même, parce que vous êtes très très jeune, ce qui est très très bien, mais ça veut dire que vous imaginez de faire quelque chose que peut-être vous n'allez pas du tout faire, ou que vous imaginez d'aimer, mais que peut-être vous n'aimez pas, et donc il faut vous accompagner aussi dans cette phase de découverte de soi. Et du coup, il y a
un certain nombre d'ingrédients, vous les avez évoqués, qui vous aident dans cette découverte de vous-même à comprendre un petit peu, pas seulement ce en quoi vous êtes bon, mais aussi ce dans quoi vous allez vous épanouir. Ça, c'est extrêmement important parce que pour donner le meilleur de vous-même, il ne faut pas seulement être bon au niveau intellectuel, académique, et ça, c'est extrêmement important. C'est la rigueur intellectuelle, c'est la méthode du travail, c'est l'excellence académique, c'est l'acquisition de beaucoup de connaissances au sein des écoles, mais il faut aussi être capable de s'épanouir pour être performant aussi en tant qu'individu. Là, peut-être, je peux prendre très, très rapidement deux exemples. Vous voyez, et Loïc le disait par rapport aux entreprises, mais même par rapport aux institutions académiques qui accueillent nos étudiants, quand on met en place des partenariats, on essaie d'expliquer à l'international ce système spécifique à la France des classes préparatoires, c'est pas simple. Et preparatory classes, ça marche pas en anglais. Et du coup, par contre, quand ils vont goûter le produit, quand vous allez arriver dans ces institutions, ils vont voir la qualité, la méthode de travail, etc. Ils se disent « Waouh, c'est magnifique, on en veut plus ». Donc ça, c'est extrêmement important de vous le partager. Et même chose par rapport aux entreprises. Alors, c'est important, je prends donc la dimension professionnelle. Il ne faut pas attendre la fin du parcours académique pour être en lien avec l'entreprise parce qu'il faut faire un stage, parce qu'il faut l'insertion professionnelle. Donc, les entreprises sont vraiment partie prenante de nos modèles pédagogiques. Par exemple, je prends deux exemples à l'ESSEC comme dans d'autres écoles. Les chefs d'entreprise, ça veut dire un ou deux ou plusieurs professeurs avec une expertise spécifique dans un domaine, dans un secteur, sur une thématique, des entreprises qui sponsorisent les travaux de ce secteur et des étudiants sélectionnés au sein du programme Grande École qui, pendant 6 mois ou 1 an, suivent des parcours spécifiques sur une thématique, sur un secteur spécifique, etc. Et du coup, ça permet, pour conclure, de vous transmettre pas seulement des savoirs à la pointe sur des compétences techniques, mais aussi de vous donner une vision un peu holistique de la société, des sujets d'entreprise. Et donc, par exemple, sur les questions de sustainability, de durabilité, que ce soit la dimension environnementale ou sociale, les questions de technologie, intelligence artificielle, ces écoles ne sont pas en train de se transformer dans l'école du climat ou dans des écoles d'ingénierie, mais comment on intègre ces sujets-là, géopolitique et business aussi. Quand on fait géopolitique, on ne se transforme pas en Sciences Po dans une école de public affairs, mais on inclut ces dimensions-là pour faire en sorte qu'elles irriguent avec une approche transversale les dimensions de business, de management. Du coup, vous allez être extrêmement à la pointe, pas seulement parce que vous allez être très bon en marketing, en management, en stratégie, en comptabilité, etc., mais parce que dès que vous arrivez dans l'entreprise, vous avez une vision holistique de ce qui est en train de se passer par rapport au business. Et le dernier élément, peut-être, c'est l'apprentissage, comme c'est aussi un peu la marque de fabrique depuis une trentaine d'années. Là, c'est un moment où vous êtes en alternance entre la partie d'études et la partie en entreprise. C'est aussi un levier justement de financement des études, mais c'est très important parce que ça complète fortement la dimension pédagogique avec une dimension professionnalisante où vous n'apprenez pas seulement la vie au sein de l'entreprise, mais aussi le code de chaque entreprise en termes de modalités de travail. Donc voilà, profitez de cette diversité, de ce que fait dans chacune des écoles pour justement vous découvrir et vous épanouir. Alors, on avait encore 2 questions à vous poser, mais on va manquer de temps. On a vraiment envie de vous laisser poser des questions. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de laisser le public voter sur la question qu'il préfère. On avait une question sur la capacité que vous avez à former des entrepreneurs, qui est assez marquante à mon sens. Et une autre question, donc il faudra choisir, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'expérience étudiante d'une part, mais aussi sur le futur de vos diplômés. Alors, je vous laisse choisir. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'il y en a 2 qui répondent sur l'entrepreneuriat et 2 qui répondent sur l'IA, comme ça. Non, je soumets une 3e question au vote. On voulait aussi. Joachim, il complique toujours. On voulait que chacun nous parle d'un étudiant ou d'une étudiante qui l'a particulièrement marqué au cours de ces années de direction générale. Donc voilà, vous avez le choix entre 3. Qui vote pour la 1 ? Mais là, j'ai entendu c'est bien là, sur qui la vote 3. pour la 2 ? L'IA, ok. Et qui vote pour les parcours marquants ? Bon, on va faire les parcours. Alors, je vais faire. On va faire les 2 alors. 2 et 3 alors. Alors parcours. Alors des étudiants. Non, mais, ok, étudiants. Ça va être. Je vais faire quelque chose de simple. J'ai invité donc au mois de juin dernier, au moment de la diplomation à HEC, il y a un grand messe avec tous les étudiants qui sont diplômés. Il y a, on invite des personnes et donc j'ai invité à venir parler à tous les élèves une jeune fille, donc diplômée d'HEC, qui s'appelle Fidji Simo. Et Fidji Simo, elle est c'est une fille qui a fait sa prépa à Montpellier. Ses parents sont pêcheurs.
La petite blague, elle l'a racontée, si vous la connaissez, mais donc à un moment, elle arrive à HEC et puis elle discute avec d'autres élèves. Et puis voilà, le premier jour, tiens, ils font quoi tes parents? Ils sont pêcheurs. Non, mais pas le week-end. Qu'est-ce qu'ils font comme vrai job, tes parents? Ils sont pêcheurs. Ah, d'accord, ok. Et donc, elle est d'une famille de pêcheurs, de grands-parents, de parents pêcheurs. Enfin bref, elle est arrivée sur le campus. Elle a réussi le concours. Elle est arrivée sur le campus. Elle était assez gothique sur le campus, quoi. Elle était souvent habillée. D'ailleurs, de temps en temps encore un peu. Elle était habillée en noir, un peu maquillée, etc. Et assez discrète en fait, assez discrète. Et puis en quittant HEC, elle est partie aux US. Et puis elle est devenue vice-présidente de Facebook après quelques années. Et puis elle a quitté Facebook. Elle a fait un CEO d'une boîte qu'on ne connaît pas très bien ici qui s'appelle Instacart. Et elle vient d'être débauchée. Et elle est maintenant numéro 2 d'OpenAI, donc ChatGPT. Et c'est juste vous faire le parallèle. Et pourquoi, donc un parcours assez dingue, parcours assez habituel d'étudiant CHEC. Elle est assez average, quoi. Voilà, elle est assez. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, elle est numéro 2, elle est vice-présidente d'OpenAI. Donc elle a un parcours business et pourtant elle est à la tête d'une des entreprises sans doute les plus tech, en tout cas très tech qu'on peut imaginer. Et c'est là où je fais le pont avec ta deuxième question et peut-être même un peu la première, parce qu'entrepreneuriat, mais cette idée que la partie très technologique est un sujet, mais la capacité qu'on a à piloter une entreprise qui utilise beaucoup de tech, c'est aussi un sujet très important. Et vous pouvez avoir un parcours complètement dans les écoles management. Il faut parler le langage de la tech aujourd'hui, comprendre ces sujets-là, être capable de faire des ponts, mais pas forcément se dire que je dois être capable de faire du software engineering, parce que de toute façon, d'autres personnes le feront bien. Mais est-ce que je peux parler avec eux? Est-ce que je suis capable d'interagir avec eux? Et des profils d'étudiants d'écoles de commerce, c'est des gens qui ont une capacité à regarder les opportunités, à comprendre où va le monde. C'est des gens qui ont la capacité de créer des ponts, des liens avec des gens qui ont des profils très différents et surtout qui ont une capacité à faire, quoi. Et effectivement, elle a une capacité à faire les choses, à comprendre comment il faut le faire et à s'entourer de gens importants qui est assez extraordinaire. Et donc l'intelligence artificielle sur les campus, bien sûr que va être très exposée, bien sûr qu'il faut apprendre à prompter, à comprendre comment marche la technologie, etc. etc. Mais l'idée, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes capable de parler ce langage? Et c'est intéressant cette idée, moi je suis très attaché à cette idée d'apprendre à parler les langages. Il y a 25 ans, on était au cœur du truc, il fallait parler anglais. Parce que le langage, c'était. Maintenant, il faut parler un peu Python, il faut parler peut-être un peu Quantum, il faut parler des sujets IA, mais il y a des gens qui seront très spécialistes et vous êtes capable de parler avec eux. Et donc, c'est typiquement quelqu'un comme elle qui est capable de faire. Et en septembre, on a eu Stan Nyokchato qui est venu parler aux élèves, c'est aussi un ancien HEC, c'est le fondateur de Doctolib. C'est pareil, il a fait HEC, il est fondateur d'une des plus grosses licornes françaises, mais ultra tech. Mais il dit, voilà, je m'intéresse à la technologie, je travaille avec des gens qui maîtrisent la technologie, mais moi, mon rôle à moi, c'est de dire où est-ce que va l'entreprise, comment est-ce qu'on va utiliser la technologie au service des utilisateurs, etc., etc. Et donc, voilà, la techno et l'IA ont une place, mais au sein d'un environnement plus large. Et on peut faire des très, très belles choses, même si on n'est pas complètement techos, quoi. Je pense qu'on peut applaudir Eloïc pour ce magnifique grand écart entre la question 1, 2 et 3. Sur l'intelligence artificielle, je ne vais pas réussir aussi bien qu'Eloïc. Alors nous, on a un jeune ancien, Clément Delangue, qui est le patron d'une société que vous ne connaissez pas, mais qui est déjà une licorne, Hugging Face. Et c'est la première plateforme open source d'intelligence artificielle. On travaille, nous, depuis 2022 avec OpenAI. On a un partenariat, donc ESCP a un partenariat avec OpenAI. Et donc, concrètement, tous nos étudiants, nos 11 000 étudiants, ont une licence, reçoivent une licence ChatGPT quand ils arrivent à l'école. On ne les laisse pas tout seuls face à la machine. Ils ont un cours obligatoire, en fait, dès qu'ils reçoivent cette licence, où, entre autres, on leur apprend à prompter correctement. Et puis surtout, on voit avec eux les limites de l'outil. On cherche à aiguiser leur esprit critique par rapport aux réponses de l'outil. Et puis, on soulève avec eux toutes les questions éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, nos étudiants sont formés, nos professeurs sont formés. Ils savent maintenant que quand on donne un devoir à la maison, faut qu'il soit
soit vraiment, vraiment costaud, ou sinon la machine le fera à la place de l'élève. Et à la grande inquiétude, est-ce que ça va remplacer les jobs de certains de nos jeunes diplômés ? Pour l'instant, de ce qu'on voit, ça les aide plutôt en fait à encore mieux se préparer pour leurs entretiens, parce que comme on leur a appris à prompter correctement, bah, effectivement, en plus de tout le coaching carrière que l'école peut leur fournir, l'outil leur permet de vraiment très très bien se préparer aux entretiens. Juste un point, enfin je rebondis sur ce que tu dis, c'est un point pour vous là. Bien sûr que ça va faire partie de votre vie, là. La façon d'utiliser, d'être, on dit souvent des personnes augmentées, mais sachez vous couper de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que j'en parlais avec un génial prof de géopolitique qui est dans cette salle au fond. Frédéric, je ne sais pas s'il y a encore. Peut vous abrutir aussi un peu, vous empêcher de réfléchir. Okay, et donc c'est très très important, une fois plus, de savoir l'utiliser. Et ce qui va être extrêmement important demain, c'est la capacité à avoir cet esprit critique par rapport à ce qui est produit. Et donc je vous donne un exemple, en fait, à HEC, mais je pense dans un certain nombre d'écoles, on va revenir à des examens papier sur plein de choses. Okay, parce que, et ça veut dire quoi dans l'école ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va vous dire, là, c'est papier. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vous qui réfléchissez. Et on veut être certain que vous avez cette capacité de recul par rapport au sujet, parce que si vous êtes juste des répétiteurs de ce que fait une machine, vous n'avez aucun impact. Okay ? Et par contre, là, par contre, vous avez le droit d'utiliser les différents outils, et là, on va vous demander d'avoir une analyse beaucoup plus approfondie. Et donc, c'est un peu ce passage de l'un à l'autre. Et c'est vrai que si vous êtes tout le temps derrière votre machine, si à chaque fois qu'on vous pose une question, vous allez voir un peu ce qu'elle propose, non, ça pas. Et c'est vrai que, c'est comme tu disais, apprendre à apprendre, c'est aussi, commencer par avoir votre propre réflexion, et puis après de se dire, tiens, comment est-ce qu'il va m'aider à aller un petit peu plus loin, quoi. Okay, donc faites attention à ça, de ne pas vous laisser aspirer, parce que la meilleure façon effectivement de devenir étudiant, c'est que vous êtes un répétiteur. Si par contre vous allez bien plus loin que ça, et c'est l'aspiration qu'on a nous avec tous nos élèves, alors là, oui, vous allez faire une différence, quoi. Donc, pensez bien à ça. Alors, comment je vais tourner ça ? Deux choses. Dans le schéma, ça signifie School of Knowledge, Economy and Management. On l'a créé, vous savez, il y a 20 ans, même si les racines sont... Je ne savais même pas. T'étais pas né. Si les racines sont très profondes, qui datent de 1890. Bien fait de venir. On a recetté et on est reparti à zéro en 2009. Et en se disant, puisqu'on avait une branche qui était très techno, on va dire, plutôt la branche sud, et une branche qui était dans la branche nord, un peu plus, on va dire, plus management. Et donc, effectivement, on a toujours essayé de se dire, il va y avoir la digitalisation, et puis ensuite, on a parlé métavers, alors nous, on n'y est pas allé, mais après, l'IA. Et effectivement, en 2018, on s'est dit, et on s'est posé la question, comme tous nos amis ici, en se disant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un centre de recherche en intelligence artificielle dédié à l'éducation à Montréal. Vous allez me dire, c'est dommage, pas à Paris, non à Montréal, puisque 450 chercheurs qui travaillent dans la communauté scientifique pour justement commencer à anticiper un petit peu ce qui va se passer. Et effectivement, on a développé nos propres outils, et une doctrine, parce que c'est important pour vous, et ce qui vous touche et ce qui va vous toucher, c'est qu'à un moment donné, il y a une vague qui va submerger, et pour le bien comme pour le pire. Donc, il faut que ça reste pour le bien. Et si ça reste pour le bien, et notamment pour vous, il faut travailler sur ces compagnons, en fait, qui vont être des compagnons tout au long de votre vie, à la fois dans votre apprentissage, dans votre vie professionnelle, et dans même votre vie de senior. L'IA, sous différentes formes, on parle d'IA générative aujourd'hui, on va parler d'agentique un peu plus tard, où c'est déjà là, mais en tout cas, les choses vont évoluer très vite, et il faut effectivement toujours garder cette distance. Je crois que tous mes collègues l'ont dit, garder cette distance, et nous, on doit veiller aussi sur vous par rapport à ça, et vous donner les clés de compréhension pour pouvoir utiliser l'IA de la façon la plus
plus efficace et le for good, mais faire attention aussi aux pires dérives par rapport à ce que pourrait apporter globalement une IA demain. Et donc, se doter d'une doctrine, c'est ce qu'on a fait en se disant, finalement, dans les commandements de l'IA, garder nos professeurs, garder l'interaction. On doit éviter, si vous voulez, et c'est ce qui potentiellement pourrait arriver, on doit éviter que la facilité l'emporte, c'est-à-dire que l'IA puisse vous donner l'illusion d'apprendre. Il faut toujours que nous, on arrive à vous mettre sous tension dans l'apprentissage et que vous puissiez continuer à apprendre et à être et qu'on évalue vos connaissances pour pas que vous ayez l'illusion de savoir, parce que l'IA va faire beaucoup de choses et en fait, on va créer des batteries d'ignorants. Et donc, c'est important dans l'éducation d'avoir en tête que nous, on doit vous préparer à savoir utiliser au quotidien, évidemment pas du tout rejeter, mais au contraire en faire des compagnons qui vont vous aider à aller plus vite, à aller mieux, à aller plus profondément dans le travail et les atouts que vous allez avoir dans ces programmes dont nous avons beaucoup parlé tout à l'heure, qui ont effectivement cette culture générale, l'exposition internationale, le lien avec les entreprises, etc. Donc ça, c'est pour une vision IA. Nous, notre choix, ça a été de dire on va dessiner nos propres outils adaptés aux étudiants, à leurs souhaits et aux entreprises. Et pour revenir sur les diplômés, alors je ne dirais pas diplômés dans l'IA, mais je ferai avant Schema et après Schema, avec 2 anecdotes. Avant Schema, j'ai un diplômé en tête que je trouve remarquable, qui a été diplômé du campus de Lille avant la création de Schema. Et il est allé essayer d'avoir un stage en banque d'investissement, puis on lui a dit non, on va prendre un diplômé d'une autre école qui est bien meilleur que toi. Et donc il était écœuré, il est parti à l'international, il a commencé par vendre des lunettes en Argentine. Aujourd'hui, c'est le patron de Tiffany aux États-Unis, Anthony Ledru. Et il m'a dit Schema me doit tout. Je dois tout, pardon, à Schema. Je dois tout à Schema parce qu'au démarrage, je suis sortie et puis on m'a dit bon, allez, va jouer ailleurs. Et il me dit cette possibilité d'oser et de partir à l'international. Il a fait toute sa carrière en Amérique latine et aux États-Unis. Aujourd'hui, il est sur un poste absolument phénoménal. On travaille énormément avec lui pour le luxe. Et c'est vrai que c'était rigolo de voir qu'à partir de ce qu'il aurait pu vivre comme une situation d'échec, il a osé et il a retravaillé sur cet ADN qui était la nôtre et qui était très puissante. Et évidemment, après Schema, on est très fiers. Première patronne du CAC 40, une femme, et elles sont rares, diplômée de Schema, patronne du Bureau Veritas aujourd'hui, qui est effectivement une comète. Elle est rentrée Schema, elle est aujourd'hui et on en est très fiers parce que pour les femmes, souvent, Cécile ne me dira pas le contraire, c'est pas toujours facile. On fait beaucoup et on est très très fiers effectivement de ces parcours qui sont très atypiques. Et puis juste pour l'anecdote, un troisième, 3 étudiants sur le campus de Sophia Antipolis dans les années 90 créent une boîte pour faire un petit call center. Ils n'avaient pas trop de sous et ils créent cette boîte, mais ils ont 0 en entrepreneuriat. C'est-à-dire le prof dit vous êtes nuls. Vous êtes 0. Et donc, ils créent quand même leur boîte. Aujourd'hui, c'est le plus grand call center mondial, 360 000 personnes dans le monde, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ils ont eu 0 en entrepreneuriat. Voilà. Donc, faut-il faire une formation en entrepreneuriat? Je vous laisse juger. Oui, alors, pour conclure, je commencerai par 3 mots. Discernement, résilience et responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on pense à une technologie par laquelle, dans l'intelligence artificielle, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Moi, j'ai un parcours académique préalable à la direction générale qui est dans ce secteur-là, les statistiques, l'analyse de données, le machine learning, l'intelligence artificielle. Et après, je ne sais pas comment je me retrouve dans une école de commerce, mais non, c'est exactement ça le sujet, qu'il ne faut pas traiter ce sujet, cette thématique en silo. Et une technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, ça dépend de ce que nous en faisons. Et prenez le nucléaire. Le nucléaire, on a fait des choses magnifiques dans la médecine nucléaire, on a fait des choses dramatiques vis-à-vis de l'humanité. Mais ce n'est pas la faute de la technologie, c'est la faute ou le mérite de l'humain, comment on aborde ce sujet. Et donc, pourquoi je prends ces 3 sujets
de résilience, discernement et responsabilité. Et vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que je déteste soft skills, compétences molles. Ces trois compétences ne sont pas des soft skills, pour moi, ce sont des compétences qui sont au cœur des leaders, des professionnels qui vont être les leaders du monde professionnel dans le business de demain et d'aujourd'hui aussi. Et donc, pour lier aux autres sujets, si je pense à quelques diplômés de l'école dans différents secteurs, peu importe si des secteurs directement technologiques et donc impactés par l'intelligence artificielle. Actuellement, il y a Béatrice Kosowski qui est la PDG d'IBM France. Donc, vous voyez, une entreprise dans la technologie, une femme à la tête d'une entreprise dans la technologie, il n'y en a pas beaucoup. Une entreprise américaine, IBM, en France, question de souveraineté. Là, vous avez tous les sujets potentiellement bons ou mauvais ensemble. Donc, vous voyez bien comment les questions de discernement, responsabilité et résilience sont extrêmement importantes, sans les opposer aux questions de performance et d'efficience. C'est justement ça, comment on arrive à concilier, et c'est là tout le travail que nous avons fait pour faire en sorte qu'il ne s'agit pas d'opposer une dimension à l'autre. Et je fais trois autres exemples, comme les autres, voilà, on n'a pas pris seulement un nom, mais d'autres. Vous prenez le CAC 40, Danone et L'Oréal. Il y a deux essais, Nicolas Renemus chez L'Oréal et Antoine Santafrique chez Danone. Et là aussi, vous voyez d'autres secteurs, mais l'intelligence artificielle impacte de manière directe et la géopolitique et les questions du climat impactent extrêmement aussi ces secteurs un peu classiques. Et je termine par l'entrepreneuriat, comme ça j'ai fait le tour des même 4 questions que 3, mais sur l'entrepreneuriat, Jonathan Cherky, Content Square, une très belle aventure entrepreneuriale. C'est une plateforme d'e-commerce, etc. Vous pouvez regarder. Mais ce qui est intéressant, ça a démarré une petite aventure entrepreneuriale à l'ESSEC. L'ESSEC l'a aidé même du point de vue financier pour démarrer, etc. Parce que c'est extrêmement compliqué. Après, c'est devenu une licorne et c'est à New York. Et donc, j'aime pas que ça soit à New York, mais ça, c'est un problème de la France. Toutes les startups qui deviennent licornes, malheureusement, partent aux États-Unis. Ça, on a un problème qui dépasse les business schools, un problème un peu voilà, qu'il faudra aborder d'une autre manière. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça. Mais pour dire, vous voyez, entrepreneuriat, beauty avec L'Oréal, Danone dans l'agroalimentaire, la technologie, vous voyez la diversité du profil, et lui qui le disait aussi très bien au début, la diversité du profil avec des personnes qui viennent de régions différentes, qui ont démarré de manière différente de la grande école, qui avaient choisi des parcours divers et variés et qui arrivent dans des secteurs différents. Je terminerai par une personne qui tient beaucoup à cœur, parce que malheureusement on n'est plus de ce monde, qui est Perrin Terme, qui était celui qui avait beaucoup développé Accenture France dans le passage d'Arthur Andersen à Accenture, donc on parle du conseil. Et c'était très intéressant, on vient d'inaugurer un bâtiment sur le campus, le Perrin Terme Center for Responsible Leadership. Donc je termine par ce mot de responsabilité extrêmement important, parce que parmi les dimensions, la dimension humaine, faire en sorte que la performance soit de la création de valeur, pas seulement économique, mais aussi environnementale, sociale, humaine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la manière dont Accenture avait mis son centre de gravité, grâce à lui, en France plutôt que aux États-Unis, prenait aussi une question de souveraineté qui est extrêmement importante. Donc, chaque école peut faire une longue liste, mais vous voyez la diversité de profils, de secteurs, de genres, d'approches différentes, ça me semble extrêmement quelque chose qui doit vous inspirer. Ça veut dire que chacun de vous, chacune de vous, pourra trouver sa place en la cherchant. Juste, il y a en ce moment des succès de librairies où on vous dit ne faites pas d'études, enfin voilà, vous avez forcément vu ce genre de choses-là. Et alors, très bon pour faire des titres super, un peu super catchy qui vont faire que ça va percuter. Et quand vous le lisez derrière, on vous dit il va falloir se reformer tout au long de la vie. Ben oui, bien sûr, il va falloir se reformer tout au long de la vie. Les adultes dans cette salle, pour certains, se reforment un peu régulièrement aussi. Donc voilà, ça va peut-être être plus rapide, plus régulier. Il faudra se reformer. Et qui disent deux choses. Donc vous allez vous reformer tout au long de la vie. Oui, c'est une réalité. Et c'est même intéressant, souvent de retourner un petit peu à l'école, de se reformer. Et puis l'autre partie, c'est il faut vous apprendre à apprendre. Alors c'est bizarre de dire il ne faut pas faire d'études, mais il faut apprendre à apprendre.
la meilleure façon d'apprendre à apprendre, c'est déjà d'apprendre, mais de se dire qu'on va régulièrement réapprendre. Et donc, voilà, faites attention aussi à ce genre de choses-là. C'est que de temps en temps, ça fait vendeur. Mais la meilleure façon de jamais arriver à apprendre, à réapprendre, c'est de se dire on va pas faire d'études. Donc là, vraiment, on n'est pas en train de défendre un métier, de dire oh là là, mais nous aussi on va disparaître. Je pense, attention à ça. C'est bien entendu, vous allez être une des générations qui va régulièrement réapprendre, et c'est très intéressant. Et pour ça, il faut avoir les clés pour être capable d'apprendre un petit peu plus vite que les autres quand des nouvelles technologies vont arriver, des nouvelles orientations vont arriver, de comprendre un petit peu où est-ce qu'on va. Et c'est vrai que c'est un peu notre responsabilité de vous mettre dans cette situation-là. Donc là aussi, faites attention par rapport à tout un ensemble de choses. Et même dans l'actualité, vous entendez plein d'entreprises qui vont dire alors aux États-Unis, là, on a décidé de, licencier des personnes ou de pas recruter parce qu'on va Bon, mais sauf que moi, j'en parle avec les patrons de ces entreprises-là qui disent, tu sais, c'est une façon d'annoncer qu'ils voulaient se séparer d'un certain nombre de personnes, mais on prend l'excuse de l'IA, mais de toute façon, ça aurait été fait quoi qu'il arrive, parce que la situation n'était pas forcément idéale. Donc voilà, prenez aussi un peu de recul par rapport à ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, même s'il y a une vraie révolution qui arrive et qui aura un impact. Merci infiniment à tous les quatre. C'était passionnant et passionné, je pense. C'est fini ? Déjà. C'est passé une autre demi-heure. Alors, pour répondre à la question... Nous, on était bien, on reste. Donc, oui, c'est fini, mais la régie me fait des très grands gestes de plus en plus insistants pour me dire de partir, parce qu'il y a la conférence d'après. Donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de répondre qui après aux questions... je sais pas. Merci. Voilà, c'est ça. Il y a qui Anne Rivière, oui, c'est ça, directrice des programmes de TBS Éducation. Ah, mais très bien. Écoutez, si vous voulez bien, vous pourrez répondre aux questions à l'extérieur. Merci à vous de votre écoute. Bon courage à toutes et à tous. Au salon pour la fin. Bon week-end.